Bon, bah, bonsoir à tous. Je vous vois pas dans la salle, mais voilà, je vous espère en bonne forme, même à l'heure un peu tardive de la conférence. Donc, comment l'Internet peut voilà, changer nos vies et qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le rôle que vous pouvez jouer? Alors, premièrement, on s'interroge sur le rôle des gouvernements et des autorités de contrôle. Je ne sais pas, voilà, si vous êtes au courant, mais il y a eu énormément de règlements nouveaux qui sont apparus ces dernières années, ces 5 dernières années. Et l'idée est qu'au niveau de l'Europe, on contrôle plus les grands acteurs de l'Internet, et notamment ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et donc, pour ce faire, eh bien évidemment, il appartient au gouvernement de réguler le marché, c'est-à-dire contrôler qui sont les acteurs principaux de l'Internet. Donc, il y a deux règlements importants qui sont le DMA et le DSA, donc le Digital Market Act et le Digital Service Act. Quels sont le but de ces deux règlements? Les buts de ces deux règlements sont d'une part de contrôler le marché de l'Internet pour faire émerger des acteurs nouveaux français, européens sur l'Internet, que ce soit la fourniture de services Internet, mais aussi que ce soit la fourniture de l'Internet en nuage. Et le Digital Service Act, c'est pour permettre l'émergence aussi de services liés à la donnée sur Internet et autres que ces grandes plateformes américaines. Donc, il y a un rôle très important qui est pris par les gouvernements au niveau national, mais aussi par l'Union européenne avec la Commission européenne. Et d'autres lois ont été votées, et notamment donc les lois contre, par exemple, la haine en ligne, hein, pour éviter les contenus haineux. Il faut savoir que donc ces plateformes, elles sont de principe irresponsables par le droit, elles sont irresponsables. Et elles sont responsables que à la marge, à titre d'exception. Donc, si on change le statut de ces plateformes et qu'on considère qu'elles sont éditeurs de contenu, comme un éditeur papier, eh bien, on retrouve une responsabilité de droit commun, c'est-à-dire une responsabilité quant à la publication d'un contenu. Voilà, donc ça, c'est un grand changement et l'idée, c'est vraiment de pousser cette responsabilité des plateformes avec l'introduction, bien sûr, de modérateurs, mais une responsabilité pleine et entière des contenus qui sont publiés par eux sur leur plateforme. Ce ne sont pas des contenus dont ils sont auteurs, mais ils doivent en avoir le contrôle pour éviter la désinformation et la haine en ligne. Et puis, donc, évidemment, le but, c'est de protéger tout à chacun, donc le citoyen européen, notamment donc sur les fausses nouvelles, la désinformation, mais aussi sur le cyberharcèlement. On sait que le cyberharcèlement a énormément augmenté ces 2 dernières années et que donc c'est l'objet de nombre de personnes, que ce soit des adolescents, des mineurs, mais aussi des adultes, et que ce soit dans le cadre du travail ou en dehors du travail. Et puis, le gouvernement et l'Union européenne a un rôle à jouer contre la fraude numérique. Et là, cette fraude numérique, elle revêt énormément de formes, mais notamment, bien sûr, sur la fraude à la carte bancaire et la fraude au paiement. Donc ça, c'est une fraude qui est en constante croissance et qui est très importante. Alors, il faut se souvenir en effet qu'il n'y a pas de gendarme mondial du numérique. Vous savez que l'Internet est un monde libre et qui a été pensé sans autorité de contrôle au niveau mondial. Donc, peut-être qu'il serait bien justement de changer ces règles-là et pourquoi pas l'intégrer au sein de l'ONU et faire de l'ONU, avec les différentes agences, un peu le gendarme du contrôle des contenus sur Internet. Alors évidemment, ce n'est pas du tout dans l'optique des États-Unis où le principe de la liberté informative domine. Mais on voit quand même que ça a ses limites, puisque maintenant, certains médias sont dans les mains de grands conglomérats. Et donc, ils ont simplement par le pouvoir de diffusion et par le pouvoir capitalistique
plus de pouvoir qu'un gouvernement. Donc là, il y a un vrai danger sur nos démocraties qu'il faut souligner, puisque ces grandes plateformes ont des budgets plus importants que, par exemple, le PIB de la France. Voilà. Alors, donc, je voulais vous interroger, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'Internet tel qu'il est-il mort? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, cet Internet complètement sans contrainte et libéré est-il l'avenir ou finalement on va avoir des autorités de contrôle qui permettent un meilleur contrôle sur les contenus. Alors aussi, il y a la venue de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est le Web.3 qui est très intéressant et les, il y a tout un pan d'activité qui va se développer sur cette réalité virtuelle et qui va être intégré dans les métiers du futur. Notamment, genre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour la médecine, mais aussi, par exemple, pour l'apprentissage de métiers et pour faire des choses dans la réalité virtuelle qu'on ne peut pas faire dans la réalité physique, mais s'entraîner. Alors, on connaissait bien sûr pour les pilotes, mais là, ça va prendre une dimension bien plus importante parce que ça peut être dans toutes sortes de métiers. Bien sûr, pour les chirurgiens, s'entraîner à des opérations, mais ça peut être aussi un soudeur s'entraîner à une soudure particulière. Ça peut être les sauts en parachute. Ça peut être énormément de choses. Et là, c'est promis à un avenir extrêmement intéressant. Et puis, à titre personnel, dans votre vie numérique, comment développer sa vie numérique? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un vrai avatar dans cette réalité virtuelle? C'est-à-dire que vous avez une vie augmentée avec un nom ou un pseudonyme, vous lui créez une image, vous lui créez une vie complète. Et ce personnage autre, cet avatar, ce jumeau numérique, comme dont on parle, peut être à même de faire des achats dans la vie réelle, hein. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a un dédoublement de la personnalité. Il y aura la personnalité physique et puis il y aura la personnalité numérique, euh, virtuelle. Et cet avatar pourra presque avoir autant de droits que la personne physique. Ça sera un prolongement. Et donc, il y a des choses très intéressantes notamment pour les services publics qui peuvent être friands de ces avatars. Et puis alors, il serait important aussi de mentionner que, évidemment, il y a des initiatives intéressantes qui visent à transformer l'Internet et à se détacher de ce système de location des noms de domaine hein, qui est fait auprès de l'ICANN, donc l'autorité de délivrance des noms de domaine, et d'aller vers un système propriétaire avec donc ce qu'on appelle open root, c'est-à-dire que vous achetez votre racine et elle devient votre nom pour la vie. Voilà. Et donc là, c'est un Internet où eh bien, chacun a une petite portion, hein, mais c'est propriétaire et on n'est pas là à louer de façon annuelle auprès des agences comme l'ICANN ou autres son petit territoire numérique. Là, on devient propriétaire de son nom et il y a toute une diversité et il y a un Internet énorme qui peut s'ouvrir grâce à OpenRoute et bien sûr à Louis Pouzin qui a été l'inventeur du datagramme voilà, en France et pour le monde entier. Alors, après, par rapport aux autorités de contrôle, quid des autorités de contrôle? Donc, il faut savoir qu'en France, on a énormément d'autorités. Bon, on a bien sûr la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, qui a été créée par la loi de 78, qui est chargée donc du respect de la protection des données personnelles. Mais face à la montée des textes européens
et notamment aussi, bien sûr, du règlement sur l'intelligence artificielle, quid de cette autorité de contrôle? Est-ce que la CNIL va rester l'autorité de la donnée personnelle et on va avoir une autre autorité qui sera une autorité chargée de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'elle va prendre l'intelligence artificielle dans son giron, ou est-ce que ça sera finalement dans le giron de l'ANSSI? Tout ceci n'est pas encore décidé. Alors évidemment, la CNIL fait un énorme lobbying pour que ça soit elle qui soit aussi l'autorité de référence pour l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, il y a déjà création d'une autorité de l'intelligence artificielle au niveau européen, en plus de l'autorité de la donnée que nous avons avec le DPB. Et puis, en France, et alors je ne sais pas si c'est vraiment une particularité française, mais on a énormément d'autorités administratives indépendantes, ce qu'on appelle les AAI. Et là, on voit qu'il y a, en fonction de ce développement de l'Internet, un chevauchement des prérogatives. Donc, c'est très intéressant parce que plus on avance dans le développement de l'Internet, plus on voit que finalement, le citoyen, il est au cœur de préoccupations qui sont parfois contradictoires. Donc, il y a l'autorité de la concurrence qui va veiller à ce que on ait un marché équilibré. Mais il y a aussi l'autorité monétaire et financière qui va veiller à ce que, par exemple, les banques et les fintechs aient des prérogatives similaires et qu'il y ait un contrôle sur les fintechs pour les considérer comme des banques. Et donc, bien sûr, toutes ces autorités administratives indépendantes, elles ont une petite portion de contrôle de votre vie numérique. Et là, ce qui est très important, c'est de savoir s'il y a vraiment une harmonisation et une discussion, une coopération entre toutes ces autorités de contrôle. Parce que parfois, eh bien, on va prendre le citoyen comme un acteur économique, parfois on va considérer comme une personne dotée de droits et de devoirs, et puis une autre fois, on va considérer que c'est un joueur en ligne ou que c'est une personne qui a un crédit. Et est-ce que toutes ces règles dans la vie numérique sont harmonisées ou pas? Donc ça, c'est très important hein, que les autorités administratives indépendantes discutent entre elles et coopèrent pour bien sûr le bien-être du citoyen numérique. Alors, quid de nos actions? Qu'est-ce que peut faire le citoyen européen dans sa vie numérique? Il faut savoir d'abord qu'il y a une association qui est très importante, que certainement vous connaissez, qui s'appelle None of Your Business, le NOYB, donc None of Your Business. C'est l'association qui a été créée par Marx Schrems, qui est très connu, qui était un juriste autrichien qui a fait une action contre Google euh, pour justement faire effacer ses données personnelles. Et grâce à lui, en 2014 et après, plus tard, on a eu la possibilité d'avoir... oh, il y a un écho énorme. Oui, Vous m'entendez? oui, oui. Voilà. Voilà, donc grâce à cet Autrichien, ce juriste autrichien, le citoyen européen peut désormais faire une réclamation contre Google et avoir ses données effacées, hein. C'est grâce à lui qu'on a eu le droit à l'oubli, voilà, par un arrêt de 2014. Mais il a fait aussi d'autres actions postérieures à cette action pour justement défendre le citoyen européen. Et donc, la dernière action qu'il a faite, c'est contre ce qu'on appelle le DPF, le Data Privacy Framework. C'est l'accord qui a été signé entre l'Europe, la Commission européenne et les États-Unis pour permettre le transfert des données personnelles dans les deux sens et en considérant que les États-Unis étaient un terrain identique ou de protection identique au terrain européen avec des lois similaires au RGPD. Et donc, ce DPF remplace le Privacy Shield et le Safe Harbor qu'on a eu avant. Et Mark Schrems, donc grâce à son association NOYB, a dit mais je vais attaquer cet accord, ce DPF. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conforme aux intérêts du citoyen européen.
Et donc, je le soutiens tout à fait dans cette démarche, et notamment pour plusieurs points, mais un point essentiel, est-ce que lorsque vous avez vos données qui sont, lorsque vous transitez vers les États-Unis ou que vous restez aux États-Unis pour un voyage d'agrément ou pour un voyage d'affaires, vous avez bien sûr des données personnelles sur votre téléphone, mais aussi sur votre ordinateur portable. Or, ces données peuvent être préemptées directement par les autorités américaines sur la base du Cloud Act et sur la base du FISA, section 702. Donc, dans cet accord entre l'Europe et les États-Unis, eh bien, le citoyen français ou européen qui voudrait faire une action contre cette préemption des données personnelles devrait faire une action aux États-Unis. Donc, à travers, bien sûr, les avocats américains et le droit américain. Le droit applicable serait le droit américain. Donc, pour nous, c'est inadmissible de soumettre les citoyens européens ou autres, hein, mais non américains, à une seule juridiction américaine avec un droit applicable qui serait américain. Donc ça, c'est un des points négatifs du DPF pour lequel NOYB se bat. Mais vous avez aussi d'autres acteurs donc, que vous connaissez, par exemple UFC Que Choisir, qui est très actif dans les discussions et qui a notamment, par exemple, au sein de l'Europe, discuté sur l'hébergement des données de santé à travers donc cette association. Et puis, vous avez, depuis l'introduction des actions de groupe en France et depuis récemment, donc depuis euh, euh, 2020, vous avez la possibilité de faire des actions de groupe sur la base des données personnelles. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr se constituer en groupe, il faut constituer une association, mais admettons par exemple que euh, vous avez été victime dans la région de Toulouse moi je sais pas, d'un hébergeur de données ou qu'un entrepôt a brûlé, que vos données ont été perdues et ainsi de suite, eh bien, vous pouvez vous constituer en association et faire une action en dommages et intérêts pour retrouver, alors pas forcément vos données, mais pour avoir une indemnisation sur la perte de vos données. Donc ça, c'est l'action de groupe qui le permet. Avant, c'était interdit et donc depuis quelques années, c'est possible et l'action de groupe a été étendue à la protection des données personnelles. Donc, nous allons voir très certainement de plus en plus d'actions de groupe. Vous pouvez voir aux États-Unis, il y a énormément d'actions de groupe contre, par exemple, l'usage des données de santé, où, par exemple, le citoyen n'aurait pas été informé en amont sur la collecte de ces données de santé, ou, par exemple, que telle agence a transmis les données de santé, par exemple les données médicales, aux assureurs sans en avertir le citoyen. Donc, c'est un outil très utile et je pense que en France et en Europe, il faut s'en emparer pour justement exister en tant que citoyen avec un destin numérique européen. Alors, est-ce que j'ai encore une autre slide? Voilà, donc, alors, le rôle du citoyen européen, en effet, donc voilà, il faut agir. Alors, on est dans ce qu'on appelle le privacy paradoxe. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe total en matière de vie privée. C'est-à-dire que on veut être protégé à 83%. Tout le monde désire être protégé dans sa vie privée, dans son intimité, que ça soit son nom, son prénom, son image, voilà, ses achats, sa vie nocturne et ainsi de suite. Mais en même temps, à plus de 90%, on publie énormément de choses sur Internet. On peut découvrir la vie privée de telle et telle personne, mais nous-mêmes, chacun, tout à chacun, et dans cette publication, cette déversement de sa vie privée et de son intimité. Donc, d'où le privacy paradoxe, ce paradoxe par rapport à la vie privée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a vraiment deux axes. Premièrement, évidemment,
il faut être informé. Et ça, de façon éclairée, c'est-à-dire pour prendre des décisions propres à cette vie numérique. Donc, pour avoir cette information éclairée, évidemment, il faut lire les politiques de confidentialité, ce qu'on ne fait pas en général parce qu'on clique et on dit ça y est, on a lu, et en général, elles sont de 10, 15, 20 pages ou plus. Voilà. Alors évidemment, il faudrait prendre le temps de lire ces politiques de confidentialité. Et puis, les contrats d'adhésion. Alors, évidemment, les contrats d'adhésion, c'est des contrats où vous n'avez pas forcément le consentement éclairé, c'est-à-dire que c'est un groupe d'utilisateurs et ce contrat est standard et les clauses peuvent être abusives, les clauses peuvent être disproportionnées par rapport à l'usage que vous faites de tel ou tel outil. Donc, ces contrats d'adhésion sont souvent, bien sûr, notamment dans les compagnies de téléphonie mobile, mais dans d'autres choses aussi, sur les sociétés commerciales et ainsi de suite. Et donc là, de la même façon, on ne lit pas et on coche et on signe. Donc attention, les contrats d'adhésion peuvent être des contrats avec des clauses abusives et ça a été prouvé par la jurisprudence récente. Et enfin, évidemment, je vous incite à refuser les cookies. Donc, vous savez, les cookies, ce sont ces petits traceurs sur votre activité, sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Donc, vous avez toute une sorte de cookies. Vous pouvez avoir jusqu'à 150 cookies sur un site, hein. Donc, vous avez les cookies essentiels qui servent à faire fonctionner le site, mais vous avez aussi tous les cookies qui servent à faire, à mesurer l'audience, à améliorer le site et puis à garder des informations de vous en tant que consommateur. Donc, refusez les cookies et normalement, avec le RGPD, vous avez la possibilité et il y a d'autres après, vous allez dire oui, ben, les fonctionnalités de ce site sont moindres parce qu'on a refusé les cookies. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que la société ou l'entité ou le site web n'est pas conforme au RGPD parce que là, c'est une mesure de rétorsion donc, qui n'est pas acceptable dans le cadre du RGPD. Et enfin, deuxième axe, il faut avoir une gestion responsable de l'Internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous publiez quelque chose sur Internet, vous êtes sûr que ça va rester, hein. Donc, il n'y a pas ce droit à l'oubli, cet effacement, on efface un lien, mais on n'efface pas tout ce qu'il y a autour. Donc, ayez une gestion raisonnable de vos publications et quand vous mettez quelque chose sur Internet, pensez que voilà, ça va rester bien après vous, hein, et qu'on pourra le voir, pas seulement forcément les gens que vous connaissez, mais des tiers. Et enfin, il faut éviter la multiplication des outils et garder une certaine cohérence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un usage du téléphone portable avec plein de médias sociaux et plein de réseaux sociaux et puis être sobre sur votre PC ou sur votre tablette. Il faut avoir une conformité entre tous les outils utilisés. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout est lié. On va vous retrouver, hein. Donc, votre nom sera lié à votre Internet protocole, votre adresse IP, mais sera lié aussi à votre email, à votre numéro de série de téléphone, à votre numéro de téléphone et ainsi de suite. Donc, ayez en vue qu'il faut avoir cette cohérence et avoir cette sobriété sur tous les outils Internet. Bon, on arrive. Voilà, alors je vous ai mis quelques propositions pour éviter d'utiliser WhatsApp. Donc, Waller, c'est un site français qui est créé depuis longtemps, qui est la même chose que WhatsApp. Olvid, c'est une messagerie sécurisée que vous connaissez peut-être. Et TwinMe, c'est une messagerie payante, mais qui protège aussi votre vie privée. Et puis après, pour tout ce qui est le réseau en nuage, OVH, bien sûr, un acteur français, Prontomel, un acteur suisse, et Astran, un acteur français. Voilà, ce sont quelques propositions pour éviter et avoir des outils alternatifs dans votre vie numérique.